Bon, je vais d'abord introduire Jean-Marie Hulot. Donc, moi, je l'ai connu à Stanford quand je crois qu'il rédigeait sa thèse. Alors, j'ai recherché les thèses et j'ai pas trouvé le manuscrit parce que ce que j'ai retenu de la thèse, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'était compilation de formes canoniques dans les théories équationnelles. Et si ça vous intéresse, vous pourrez poser des questions aux conférenciers sur ce sujet. Et donc, ce qui, ce qui m'avait frappé là-dedans, c'est que il avait trouvé les meilleures imprimantes du moment qui étaient à l'université de Stanford. Moi, j'étais au SRA International. Et il arrivait à faire des choses vraiment très jolies avec des enluminures du Moyen Âge, des choses. Les premiers caractères de tête de chapitre, ça ressemblait à ça. Alors je lui ai demandé de venir avec sa thèse, mais il l'a perdu. Et d'ailleurs, on lui a volé tous ses documents il n'y a pas longtemps. Donc ils y sont plus. Donc je pense que ce qui caractérise Jean-Marie, c'est l'amour des belles choses, des beaux objets. Donc il faut que les choses soient belles, il faut qu'elles soient simples aussi. Alors, il y avait un autre exemple qui m'avait frappé à un autre moment. Je fais un peu les choses dans le désordre. Je ne vais pas raconter la vie de Jean-Marie parce que c'est lui qui doit le faire. Il est pas payé d'ailleurs pour ça, mais il va le faire. Donc il y a un truc dont je me souviens, c'est Flip. Alors je l'ai redessiné là sur ma tablette. En fait, c'était beaucoup plus beau que ça à l'époque. À l'époque où on faisait des transparents, les gens écrivaient leurs transparents à la main sur des feuilles transparentes que vous avez peut-être pas connues. C'était absolument horrible. Moi, je les ai tous jetés tellement j'étais allergique à ça. Dès qu'on voulait les utiliser ou les réutiliser, ça se mélangeait partout. On ne savait jamais dans quel ordre ils étaient. Puis ça s'effaçait. Donc le mieux, c'était de les réimprimer à chaque fois qu'on en avait besoin. Et donc il y avait les gens qui avaient Flip. Donc c'était un système où on mettait des blocs, on divisait horizontalement, verticalement, et on imbriquait les choses avec un langage simple, horis et vertic. C'est ce dont je me souviens. Et puis on avait fait, je crois, à un moment donné, une interface pour les premières machines à écran bitmap, les machines Lisp à écran bitmap et souris, pour voir ce que ça allait donner sur l'écran avant de l'imprimer sur des traceuses Benson avec 4 couleurs. Voilà, donc il y a eu ensuite pas mal de choses. Jean-Marie a été impressionné par le Macintosh. Le premier Macintosh qu'on portait sur le dos, je crois qu'à l'époque, je viens de me rappeler ça, il le transportait dans un sac à dos sur son scooter entre l'INRIA et sa maison à Versailles. Donc il transportait ce Mac sur le dos. Et dessus, il avait été vraiment attiré par cette machine. Il avait conçu un générateur d'interface. Donc il s'intéressait beaucoup aux interfaces, aux choses avec des boutons, très jolies aussi. Et je ne sais plus comment, à un moment donné, il a dû rencontrer Steve Jobs, qui l'a fait revenir sur un parking pour travailler avec lui à développer la machine Next quand Steve Jobs est parti de Apple pour un moment. Puis ensuite, il a continué à travailler chez Apple sur les machines. Et alors à un moment donné, il y a eu l'histoire du iPhone. Alors, ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'un jour, j'ai vu, je crois que c'était dans la maison de Jean-Marie, dans la région parisienne, j'ai vu une quinzaine de téléphones sur une table. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec 15 téléphones? Bon, les gens importants, ils ont peut-être 2 téléphones, ils téléphonent avec 2 en même temps, mais 15, qu'est-ce que tu fais avec? Il me dit, oh, mais c'est rien, ma société me les paye, donc Apple lui payait ses téléphones. Bon, je ne savais pas que c'était Apple ou quoi. Et puis longtemps après, j'ai vu un jour, alors je lui dis, oui, moi j'ai un Nokia, il n'avait pas le modèle, donc il l'a regardé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu as fait défiler tous mes contacts à toute vitesse sur mon Nokia, beaucoup plus vite que ce que je savais faire. Je lui dis, c'est épouvantable ce Nokia, l'écran il est beaucoup trop petit, l'interface il est pourri, il a dû être développé par un élève de l'ENSERB en stage. Bon, je suis méchant. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin d'un clavier, ça sert absolument à rien. Un clavier, on est rarement en train de rentrer un numéro de téléphone. On les a dans le carnet. Donc le clavier, ça prend de la place sur l'écran.
Voilà. Et donc après, quelques années après, j'ai vu une pub pour le iPhone. Je crois que je l'ai vu dans un journal. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut avec les icônes et tout. Et je crois que plein de gens étaient comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, avait l'idée du iPhone. Tout le monde savait ce qu'il voulait. Il voulait un truc simple, beau, où il n'y avait pas des menus interminables pour faire n'importe quoi. Et c'est arrivé donc avec le iPhone. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Et Jean-Marie donc va vous raconter sa vie. Voilà. Ah, juste un petit truc au sujet du droit à l'image, ou plutôt du droit à la vidéo. Donc si vous voulez être sûr d'être filmé, il faut monter sur la scène, et là vous aurez droit à la vidéo. Sinon, vous n'y avez pas forcément droit. Bon, merci Paul pour cette introduction. Et donc, oh là là, mais attention, comme tu disais, il y a un problème là, si on se met juste face à l'écran. Donc en fait, comme vous avez compris, Paul est un ami de longue date, en fait, qui date des temps anciens, immémoriaux, je dirais. Et donc il m'a demandé en fait de venir ici. Et en fait, je ne sais même plus s'il m'a dit exactement pourquoi ou de quoi je devais parler. Et puis comme c'était Paul, j'ai accepté. Et puis après, j'ai vu ce genre de truc commencer à sortir et j'ai appris que je venais parler de ma vie. Ce que personnellement, je n'ai jamais fait et je n'aime pas beaucoup faire. Généralement, je parle plutôt de ce que j'ai fait, mais précisément, plutôt que d'un truc focusé sur la personne, je n'ai pas beaucoup de... C'est pas mon affaire de me mettre en avant les 3/4 du temps. Donc c'est exceptionnel que Paul m'amène à faire ce genre de truc. Alors après, j'ai lu un petit peu ce qu'il avait mis parce Paul est très organisé, beaucoup plus que moi. Moi, parfois, je suis plutôt un petit peu un poète ou un artiste ou je ne sais pas quoi. Je n'organise pas beaucoup les choses et je vois qu'il avait prévu tout un programme. Je me dis, tiens, c'est très amusant tout ça. Et puis j'ai vu à côté une vie de hasard sans projet professionnel. Je me suis dit, ça c'est parfait. Et donc en fait, c'est un petit peu le thème que je retiendrai. J'ai l'impression maintenant que de plus en plus, effectivement, les étudiants, enfin, il y a un projet professionnel par derrière, les choses sont devenues très organisées, etc. Et j'ai rien contre, je pense que c'est très bien. J'ai eu la chance sans doute de naître à une époque où on pensait plus à, je sais pas, des trucs comme faire l'amour, pas la guerre, etc. Le projet professionnel, c'était pas forcément notre truc fondamental. De toute façon, on se disait, on trouvera toujours quelque chose. C'était pas donc. Effectivement, il faut y penser, mais il faut savoir aussi que vous aurez beau organiser un projet professionnel comme vous voudrez et prévoir votre avenir jusqu'à vos, j'en sais rien, 50, 60 ans ou je ne sais quoi. Bon, essentiellement, ça ne sera pas du tout comme ça que ça se passera, parce qu'il va se passer des trucs qui vont complètement changer. Et donc, je vois que Paul m'a fait ramener jusqu'à mes débuts à l'INRIA. En fait, je vais revenir même encore avant pour montrer comment ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et puis, en plus, quand on est jeune, c'est carrément n'importe quoi. Il y a des choses qui vous passent par la tête et où vous faites des plans. Et puis voilà, vous commencez à les suivre. Et puis après, ça change. Donc moi, à l'origine, en fait, j'étais au lycée un peu comme tout le monde. J'avais la chance, disons, d'être bon en maths. Bon, ça cachait quelque part que j'étais mauvais ailleurs, il n'y a aucun doute de ça. En fait, tout ce qui était pratique, dès qu'il faut utiliser mes mains, c'est généralement un petit peu plus difficile. Et ce qui est un peu étrange dans mon cas, parce que mon père était, lui, très bricoleur, et à la maison, son hobby, il était menuisier, il faisait des tas de trucs. Puis il voulait m'apprendre, puis un jour, j'ai essayé de faire une petite table, genre pour des poupées ou des machins comme ça, mais je n'ai jamais réussi à ce que les 4 pieds fassent la même taille. Ma table était toujours bancale. Et donc, dans ma tête, quelque part, petit à petit, j'étais bon en maths et donc je me réfugiais dans un monde plus abstrait où finalement, je n'avais pas à me confronter à des problèmes que je n'arrivais pas à régler complètement. Donc, petit à petit, bon en maths, etc. Donc, ça vous amène à maths sup, maths spé. Et puis là, se pose la question, alors là, c'est peut-être le projet professionnel, justement, faut choisir les écoles. Et généralement, beaucoup de gens ne choisissent pas, d'ailleurs. En fait, vous passez tous les concours, et puis vous prenez celui où vous êtes pris. Alors, dans mon cas, ça ne marchait pas exactement comme ça, parce que, en fait, il y a des noms qui sortaient régulièrement, et seulement, pour moi, il y avait 3 classes. Il y avait Polytechnique, il y avait l'École normale supérieure, et puis il y avait les écoles d'ingénieurs. Bon, Polytechnique, c'était peut-être bien, c'était peut-être l'élite et tout,
Mais je ne pouvais pas m'imaginer défilant en bicorne sur les Champs-Élysées ou des choses comme ça. Moi, comme je disais, j'étais plus d'une époque où finalement je cherchais plus à trouver un moyen de ne pas faire mon service militaire plutôt que de me propulser dans une école militaire, etc. Donc, c'était barré. C'est peut-être absurde, mais j'ai barré Polytechnique. Les écoles d'ingénieurs, le problème à l'époque, c'est que, bon, maintenant quand vous regardez école d'ingénieur, enfin, je ne sais pas, pour moi, l'école d'ingénieur, ça se ramenait à ces problèmes pratiques, en fait. On allait me demander de savoir faire des ponts, ou de savoir faire des voitures, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Et ben, moi, c'était... non, je ne concevais pas de pouvoir faire cela, surtout qu'en arrivant en maths sup, maths spé, j'ai vu un peu le truc. En plus de vos cours habituels, vous aviez droit à un truc qu'on appelait du dessin industriel. Alors ça, vous étiez devant une très grande table avec des très grandes règles et puis des machins pour écrire, ça s'appelait des rotrings, je crois, des trucs avec de l'encre. Et j'avais beau faire, d'essayer de tracer mes traits correctement, etc. Et puis avec mes rotrings, ça faisait toujours des bavures, il y avait toujours des taches d'encre partout. Donc ça, clairement, c'était pas pour moi. Donc je me suis dit, bah non, c'est pas pour moi. En plus, comme ça, j'aurais pu aller à ce truc infernal de dessin industriel. Et donc j'ai abandonné aussi. Et je me suis dit, bon, bah, je vais juste passer l'école normale supérieure. Alors, certains, là, vous restez dans votre truc et vous dites, bon, ben, effectivement, moi, j'aime bien le monde abstrait. En plus, dans les maths, j'aimais vraiment l'algèbre, c'était mon truc, les mondes très abstraits. Donc, je vais rester là-dedans, etc. Mais c'était un petit peu gonflé. Et c'est pas pour me mettre en valeur un petit peu gonflé, parce qu'à la limite, à la fin, vous avez les boules. Parce que quand vous essayez plusieurs trucs, vous avez le choix. Là, il n'y avait pas le choix, il fallait réussir ou pas réussir. Bon, j'ai eu la chance de réussir. Et donc, bon, bah, attendez, la chance, c'est pas uniquement ça. Par derrière, quoi que je dise et quelle que soit l'impression décontractée que je peux donner, bon, je suis décontracté, mais je suis un peu une bête de travail. Donc, en mettant le paquet, bon, vous y arrivez. Et puis, donc vous avez votre concours et tout. Mais vous voyez, toutes ces décisions n'ont jamais été pensées dans le sens qu'est-ce que je vais faire après. Non, c'est pas du tout ça. Sur le moment, non, bah, voilà comment je vois les choses, et j'avance de cette façon-là. Et puis ça n'a pas manqué. Une fois que je me suis retrouvé à l'école normale supérieure, bon, d'abord, là, j'avais besoin de me détendre un petit peu, et puis j'avais en plus vachement appris à travailler dans ce genre d'école. Enfin, les classes préparatoires, vous apprenez à travailler. Donc ça est vachement bien travaillé, etc. Et puis ensuite, pendant les 2 premières années, bah, essentiellement, vous pouvez profiter de la vie, il n'y a rien à faire, vous avez à aller à la fac et passer des examens, et vous êtes devenu une bête à examen, donc vous arrivez facilement à faire vos examens, etc. Donc 2 ans de vacances, génial, super. Et puis après arrive la troisième année, et puis là, vous vous rendez compte, ah ben oui, mais les écoles normales supérieures, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des professeurs pour être professeurs de maths, dans mon cas. Et je n'avais pas vraiment envie, et je me suis aperçu, mais attendez, je n'ai pas envie d'être professeur de maths. Et puis là, il faut que j'aille passer l'agrégation, il faut que je me remette dans un truc de concours, etc. Et je me disais, mais non, mais bon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais essentiellement, je ne vais sûrement pas me relancer dans passer l'agrégation, parce que là, j'avais plus le drive, en fait, pour savoir exactement bah, pourquoi je faisais ça. Et alors là, ça vous montre comment le hasard peut complètement faire les choses. C'est ma copine de l'époque, qui d'ailleurs maintenant est ma femme. Mais elle était à la fac aussi à Orsay avec moi, et puis simplement, à la fin de la 2e année, elle partait, je ne sais pas où, enfin bon, elle partait, et puis moi j'étais toujours là, puis elle m'a dit, bah tiens, puisque toi tu es toujours là, pourquoi tu peux aller m'inscrire en fait pour... elle fait de la biologie. Et je lui dis, bah oui, je vais t'inscrire. Et elle n'était plus là, et donc moi je suis allé l'inscrire. Donc j'ai fait la queue pour l'inscrire. Et en faisant la queue pour l'inscrire, bah, je regardais les affiches qui étaient autour. Ça prend du temps, vous faites la queue, c'est un peu chiant dans ce genre de truc. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois un truc, une affiche, c'était l'affiche du DEA d'informatique d'Orsay sur... Tu disais le nom de ma thèse tout à l'heure, d'ailleurs, que j'ai complètement oublié. Surtout, posez-moi des questions autant que vous voulez, mais pas sur ma thèse, parce que j'ai un peu oublié. C'est un monde
je suis passé un peu à autre chose après, mais donc essentiellement, c'était sur les mondes formels, les langages formels ou des choses comme ça, et qui sont en fait quelque chose qui m'intéresse essentiellement. J'aime bien ces mondes. Vous construisez un monde et après, vous voyez dans ce monde qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis une fois que vous en avez atteint les limites, vous passez à un autre monde. Mais vous vivez toujours dans un monde de contraintes et il n'y a qu'une fois que vous êtes contraint que vous arrivez à vraiment produire quelque chose. Vous n'êtes pas contraint, vous êtes dans l'indéfini, vous faites n'importe quoi. Et donc, en fait, j'aimais bien ça. Je me suis dit, bah, tiens, tant qu'à faire de l'inscrire, je vais m'inscrire à ce truc-là. Donc je me suis inscrit au DEA d'informatique d'Orsay. Je ne savais pas ce que c'était que l'informatique. L'informatique n'existait pas vraiment à l'époque. J'en avais vaguement entendu parler, mais j'en avais une très mauvaise opinion, un peu du même genre que le dessin industriel. Et ça n'a pas manqué. Donc après, à la rentrée, ben, je vais à mon DEA d'informatique. Je rencontre des gens charmants, Gérard Huette ou Jean Vuillemin, tous les gens avec qui j'ai été à l'INRIA après. Et donc, tout l'aspect cours était très intéressant, etc. Mais dans le DEA, il y avait aussi, c'était un DEA d'informatique, donc il fallait faire aussi, fallait pas simplement faire des élucubrations formelles sur des langages informatiques, etc. Il fallait faire de l'informatique. Et à l'époque, mais faire de l'informatique, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était. Donc, et moi, de toute façon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, attends, dans quoi je suis tombé? Là, il fallait, en fait... il fallait faire des programmes, je ne savais pas très bien ce que c'était, mais vous comprenez à peu près ce que c'était. Il fallait arriver à dire à une machine qu'est-ce qu'il fallait faire. Et essentiellement, vous allez vous mettre devant une machine bizarre, toute grise, en ferraille, sur laquelle il y avait un énorme clavier et qui faisait beaucoup de bruit. Vous tapiez des trucs et puis ça perforait des cartes et ça vous sortait un paquet de cartes que après vous allez donner à un monsieur à une fenêtre. Et derrière, une grosse machine, vous donnez votre paquet de cartes à un monsieur à une fenêtre, et puis il vous ramenait un truc, et puis vous voyez, ah ben merde, ça a merdé, ou enfin généralement c'était comme ça marchait jamais tout de suite. Je me suis dit, oh là 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 là, dans quoi je me suis lancé? C'est sûr, ils sont vachement sympas, les profs et tout ça, et c'est des trucs qui me plaisent, mais ce truc-là, moi, j'y arriverai jamais, enfin, et puis ça ne m'intéresse pas. C'était comme le dessin industriel, pareil. Je me dis, ben, voilà, ça c'est l'industrie. À l'époque, j'avais une vision de l'industrie très spéciale. Donc ça, c'est l'industrie. Bon. Je sais plus, je crois que je me suis débrouillé, il y avait un autre copain qui était là et puis on pouvait faire les choses à deux, donc essentiellement il les a fait et puis moi je restais perplexe sur cette affaire en me disant mais bon, il faudrait quand même que je trouve un truc. Mais en fait, il y avait quelque chose d'autre. Dans l'informatique déjà, il y avait quelque chose d'autre, mais il fallait savoir où c'était. Et j'avais un autre copain, donc les copains sont toujours très importants dans cette affaire, qui, lui, travaillait dans un endroit souterrain à Paris. Là, c'est très mystérieux, là, presque dans les catacombes, etc. Enfin, non, c'est pas exactement ça. C'était dans les sous-sols du centre Georges Pompidou, là où il y a l'IRCAM. En fait, à l'intérieur de l'IRCAM, ils avaient... là, c'était quelque chose de complètement différent. En fait, c'était Pierre Boulez, en fait, donc grand musicien français, qui, pour revenir de Stanford, en fait, je crois que lui, l'INRIA n'avait jamais réussi à avoir ça à l'époque, avait réussi, pour revenir de Stanford, à se faire payer par le gouvernement un centre de recherche avec à l'intérieur du matériel moderne. Et donc, c'était des PDP-10 à l'époque, Paul doit se rappeler ce genre de choses. Et puis là-dedans, il y avait une effervescence terrible. Il y avait les gens de l'université de Vincennes Paris 8 qui étaient là à l'époque. Donc là, c'était les révolutionnaires. Donc toutes les nuits, là-dedans, dans une atmosphère enfumée, comme vous pouviez en avoir à l'époque, se passaient des choses extraordinaires où vous pouvez refaire le monde et tout ça. Ils avaient du matériel extraordinaire. Et là, ils ne programmaient pas en Fortran avec des cartes perforées. Il y avait des écrans sur lesquels on pouvait travailler. Et c'est des gens qui utilisaient à cette époque-là le langage Lisp et qui, lui, était un langage formel. Enfin, c'est je dirais, c'est pas juste un langage qui dit à une machine qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un langage que vous pouvez construire avec lui-même. C'est un langage qui a une structure. C'est un langage qui avait tout ça et avec lequel dans lequel je pouvais m'exprimer. Et là, en fait, tout d'un coup, ça a été le basculement. Jusqu'à maintenant, je n'avais été qu'un théoricien et qui ne savait d'ailleurs toujours pas ce qu'il allait faire après, sans doute de la recherche en informatique, etc., et ce que j'ai fait après. Mais tout d'un coup, je suis devenu un praticien. Parce que ce truc-là, alors là, vous tombez sur quelque chose de complètement addictif. Vous construisez vous-même des tas de choses. Et les choses prennent complètement vie. Et par rapport à ceux avec qui je discutais justement à l'INRIA, qui étaient plus dans des
Enfin, non, ils voyaient le truc, mais ils n'avaient pas encore mis l'accent sur l'aspect pratique, et que c'est en faisant les choses que vous commencez à comprendre et que vous commencez à faire les évolutions et que vous passez dans un monde qui est complètement différent, parce que c'est en voyant le résultat, vous avancez à chaque fois. Et donc, j'avais plus à faire de Fortran, etc. Moi, j'avais trouvé mon truc. Hein. J'allais travailler la nuit. J'étais plus beaucoup là dans la journée. Puisque à l'IRCAM, bon, le jour, il fallait le laisser aux gens qui travaillaient vraiment à l'IRCAM. Mais la nuit, donc, venaient tous les gens un peu spéciaux qui, pour une raison ou pour une autre, étaient autour de ça. Et ça m'a permis, moi, en fait, donc, d'avoir mon DEA, d'être engagé à l'INRIA. Mais sans avoir à toucher au reste, qui était déjà un monde mort d'ailleurs à l'époque. Bon, ça a duré encore quelques temps, mais petit à petit, l'informatique a changé. Et puis, donc, bon, ça a été une révolution. Tout d'un coup, moi qui étais un personnage très formel, très abstrait, etc., tout d'un coup, non, là, je suis devenu le praticien qui passe son temps, etc., et devant un écran, etc. C'était extraordinaire. Et puis, à ce moment-là, donc, je suis parti aux États-Unis pour finir ma thèse, parce que Gérard Houët, qui était mon directeur de thèse, et là, c'était une thèse donc, sur les théories équationnelles, je ne sais plus trop ce que je faisais, des systèmes de réécriture, si je me rappelle bien. La compilation de formes canoniques d'un théorie équationnelle, c'est exactement ça. Et donc, je suis parti aux États-Unis à Stanford, et aussi au SRI où était Paul, c'est là que j'ai connu Paul. Et donc j'ai retrouvé aussi mes copains de Berkeley là qui donc eux étaient tous les musiciens en fait de l'IRCAM. Il y avait énormément de gens qui venaient de Berkeley et de Stanford qui étaient là et qui profitaient de l'occasion d'être à Paris dans un endroit pareil pour eux de s'amuser. C'était extraordinaire. Donc il y avait beaucoup d'échanges entre les deux. Et donc j'ai dû rester, je suis resté 1 an là-bas. Et là aussi, donc là-bas, après j'ai eu à écrire ma thèse, et c'est là que, c'est dont parle Paul avec les enluminures. Je ne me rappelais pas que j'avais été jusqu'au niveau des enluminures. Mais il y a un autre aspect chez moi, de façon qui a toujours été présent, mais qui s'est développé au fur et à mesure. C'est qu'en dehors de faire les choses, en dehors de m'intéresser au fond des choses, je me demande aujourd'hui, effectivement, est-ce que je ne m'intéresse pas plus à la forme qu'au fond ? Parce que le fond, c'est une chose, mais alors la forme, arriver à trouver la bonne forme, que ce soit magnifique, que ce soit beau, que ça puisse convaincre, etc., là, je suis prêt à y passer encore 10 fois plus de temps. Et bon, après, j'ai trouvé un autre qui était sans doute peut-être encore plus que moi de ce côté-là, avec Steve, et donc là, on a fait la paire, parce qu'il y a une chose qui est les choses qui sont brutes, mais après, la façon dont vous en parlez aux gens, la façon dont vous la présentez, va tout changer. Et avec ça, vous pouvez emmener le monde entier. Et c'est pour ça que, donc, pour ce qui était de ma thèse, et où là, c'était des sujets très arides, hein, alors là, très arides, mais alors, à l'intérieur, c'était beau, c'était magnifique. Et quand j'ai présenté ma thèse, alors là, je ne sais pas si tu étais là à la présentation de la thèse, mais là, j'ai eu, peut-être pour une des premières fois, non, j'avais peut-être eu ça l'occasion pour l'agrégation avant, quand il fallait présenter, vous devez faire des leçons orales. Alors autant sur le fond, j'avais pas du tout fait ce qu'il fallait, mais j'étais obligé d'aller à l'école quand même la 3e année. Et ils voulaient qu'on leur fasse des leçons ça fait partie du concours. À l'oral, vous devez faire des leçons comme si vous faisiez une leçon de mathématiques. Et en fait, bon, moi, je ne m'occupais pas de tout ça, mais je devais y aller. Donc on me disait, vous faites une leçon sur ça, et donc je devais la faire au prof, etc. Et puis là, la première fois, j'ai regardé le truc et je me suis dit, bon, de toute façon, ce qu'on me demande de regarder, le sujet, je le connais, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, de toute façon, agglomérer les connaissances, je sais faire. Et puis, je l'ai remis en forme. Et là, le prof était époustouflé. Il m'a dit, je ne vous ai jamais vu pendant 3 ans. D'accord ? Je ne sais pas ce que vous faites. Mais alors, quand vous parlez de quelque chose, quand vous le montrez, c'est magnifique. Essentiellement, la thèse, donc, non, là il y avait un fond, parce qu'avec Gérard, et comme je vous dis, je bosse, donc par derrière il y a du fond. Donc la thèse, il y avait un fond très fort, mais la présentation, et personne ne s'occupait de ça à l'époque, d'essayer de faire des présentations qui soient belles, des transparents qui soient beaux. J'avais pas encore Flip à l'époque, qui a été fait par Gilles Kahn d'ailleurs, hein, c'est pas moi qui ai fait ça à l'origine, et qui est quelqu'un de l'INRIA. Mais les transparents étaient magnifiques. Et déjà, les transparents étaient programmés en Lisp. Complètement. Donc chaque caractère était dessiné et toutes les beautés qui étaient autour étaient dessinées. Donc
J'en suis arrivé à ce moment-là, donc après ma thèse, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques années? Ah oui, non, après ça, je me suis penché avec Jean Vuillemin. Jean était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui, lui, se penchait sur le problème. En fait, je vous disais que le langage Lisp, en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez c'est un langage structuré et finalement c'est un langage de paires. Hein, vous avez un côté gauche, un côté droit, char et CDR. Et puis avec ça, vous pouvez monter des langages. Donc vous pouvez et des structures et des langages. Et le langage étant une structure montée là-dessus. Donc vous pouvez monter le langage lui-même. Et lui, son truc, en fait, c'était d'arriver à aller en fait dans cette conception du langage jusqu'à construction du langage, d'arriver à construire les choses jusqu'à ce que le langage formel qu'il était en train de construire puisse aller s'implémenter jusque dans le silicium. Et donc arriver en montage de constructions formelles les unes après les autres, à arriver jusqu'à un dessin d'un circuit intégré complet. Et ce qui était un problème intéressant pour moi, parce qu'en plus c'était esthétique, c'était beau, c'était à l'époque on commençait à voir apparaître de la couleur dans l'informatique, puisque les circuits intégrés avaient vous deviez représenter des choses qui étaient rouges, bleues, vertes, etc. Donc, tout ça, c'était beau, etc. Je me dis, bon, très bien, donc j'ai travaillé pas mal là-dessus, en continuant à développer les choses avec Lisp, en continuant à développer des langages plus faciles pour concevoir tout ça, comme les langages d'objets et tout ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là aussi que donc Gilles avait commencé de son côté, Gilles Kahn avait commencé à faire ce langage Flip pour créer les transparents. Alors ça a l'air tout bête, mais arriver à créer un transparent pour avoir quelque chose qui est... si vous voulez faire un objet visuel en fait qui plaît, un objet visuel qui plaît, il y a quelque chose qui vient... de que ce soit bien balancé. Il faut qu'il y ait un bon équilibre, que les proportions soient bien faites, etc. Et son langage, en fait, ce qu'il a mis en place pour créer les transparents, comme expliquait Paul, c'est de pouvoir diviser les choses en bande horizontale et en bande verticale en associant un poids, en fait, à chaque division. Ce qui fait que petit à petit, vous arriviez, et de façon programmatique, à créer votre transparent et en changeant légèrement les paramètres, à condition de pouvoir le voir suffisamment vite. À l'époque, parfois, il fallait encore imprimer avant de pouvoir le voir. Ça prenait vachement de temps. Maintenant, on fait tout ça sur écran. Et vous arriviez à quelque chose de magnifique. Et tout ça, c'était une excellente école, en fait, pour entraîner l'œil. Pour entraîner l'œil à qu'est-ce qui marche bien dans une interface utilisateur, qu'est-ce qui marche bien dans quelque chose que vous montrez à l'extérieur et qui va faire que vous allez emporter la foule. Ce qui est toujours le but, il faut emporter la foule. Et donc, j'avais fait ça et beaucoup avec Gilles. Et puis, de fil en aiguille, bon, j'étais devenu, compte tenu de tout le travail que j'avais fait sur Lisp, les langages orientés objets, etc., bon, quand quelqu'un avait quelque chose à voir avec ça, il y avait Jérôme Chaillot aussi, qui était à l'INRIA, qui était quelqu'un de Vincennes, justement, qu'on avait repris à l'INRIA pour faire ce genre de choses. Et un jour, alors là, c'est encore le hasard qui vous tombe dessus. Alors là, c'est complètement différent, ça va m'entraîner encore complètement ailleurs. Donc, étant connu pour quelqu'un qui connaissait bien Lisp, tout d'un coup, je reçois un jour un coup de téléphone d'un gars qui était à La Réunion, à l'université de La Réunion, et qui me dit « ça te dirait de venir donner des cours de Lisp à La Réunion ?» Ah bah, je lui dis « si tu me payes le voyage, il n'y a pas de problème. » Et donc, on s'en tient là. Et puis, quelques jours plus tard, je reçois une invitation pour venir donner 15 jours de cours à l'île de la Réunion sur Lisp. Super, j'adore voyager. Hein. Donc, partir pour l'océan Indien, c'était génial. D'autant plus génial que je me suis dit, tant qu'à faire. Puis, vous savez, quand on est dans un centre de recherche, on peut s'arranger sur le temps où on part en vacances, etc. Je vais y aller 3 mois. Et je vais rester dans l'océan Indien pendant toute cette période. Ma copine venait juste de finir sa thèse, et donc c'était le bon moment. On est parti pour 3 mois, donner les cours à La Réunion, et puis après on est parti à l'île Maurice, on est parti à l'île Rodrigue. Là, ça dépend de l'île Maurice, c'est un petit truc, mais c'est le... Vous vous rappelez, quand la Terre était plate, il y avait un moment où la mer, elle tombait dans le vide. Si vous allez à l'île Rodrigue un jour, vous aurez cette impression. Vous êtes arrivé au bord. Après, il n'y a plus rien et ça tombe. Et tous les gens sont fonctionnaires là-bas, ils ne font rien. Mais le lagon est absolument magnifique. Et là,
vous êtes au bord de la fin. Et puis, en fait, après, on a fini aux Seychelles. Et les Seychelles, c'est un endroit absolument extraordinaire c'est pas les Seychelles des grands hôtels, etc. Je ne sais même pas s'il y a des Seychelles des grands hôtels, je ne la connais pas. Mais c'était un endroit absolument fabuleux. Et là, on a fini par rester... Et je me rappelle, quand on est parti de la Réunion pour aller aux Seychelles, en fait... on n'avait rien préparé. On a été à l'aéroport, on a pris l'avion, on est parti, je pense qu'on a pris les tickets même au dernier moment. Et arrivé aux Seychelles, dans l'avion, on dit pour les Seychelles, attention, aux Seychelles, il faut donner un hôtel où vous allez, etc. Donc on donne absolument n'importe quoi qu'on prend sur un guide parce qu'on ne connaissait pas du tout les Seychelles. Puis arrivé aux Seychelles, en fait, on était un peu emmerdés parce qu'on est arrivé en pleine nuit. Donc on est arrivé dans un taxi et le taxi nous demande où est-ce que vous voulez aller. On dit, on ne sait pas, tu as une idée? Elle dit, ah bah oui, je peux vous emmener chez ma tante. Et c'est comme ça que ça a commencé, et de fil en aiguille, mais ça a été extraordinaire. Et la tante, donc on était les seuls clients dans sa guest house ou je sais pas quoi, les petits déjeuners extraordinaires avec le matin des mangues, du corosol, des machins comme ça. Et après on est parti, mais en voilier entre les îles, et c'était les bateaux de transport entre les îles. Donc voilà. Et ça c'est un truc vachement important pour votre vie. C'est si vous restez trop de temps à faire la même chose, que ce soit même des choses que vous aimez, comme à l'époque je faisais du Lisp ou je faisais toutes mes constructions, vous aimez ça, etc. Mais au bout d'un certain temps, vous allez tourner en rond. Forcément, votre esprit tourne en rond. Et c'est relativement facile à expliquer à des Français, c'est très difficile à expliquer à des Américains. Avec Steve Jobs aux États-Unis, j'ai eu un mal fou à lui faire comprendre ce truc-là. Lui dire, mais tu veux que les gens ils travaillent tout le temps? D'abord, moi je ne vais pas le faire. Quand je suis là, je travaille jour et nuit, je suis tout le temps là. Il l'a bien vu, j'étais tout le temps là. Quand il y a une époque, pendant 2 ans, je campais même à l'intérieur de Next sur les canapés. Donc je suis tout le temps là, je bosse. Mais après, moi je vais partir 6 mois, c'est normal. Et c'est pour recycler mon esprit. Parce que mon esprit, sinon, il n'est plus capable de produire. D'accord? Donc il faut faire ça. Et donc n'hésitez pas à dire ça à votre patron un jour. Il faut que je recycle mon esprit. Regardez, ça ne marche plus. J'arrive plus à rien faire. Et donc là, je m'étais refait un esprit tout neuf et tout. Et là, le ciel avait travaillé pour moi entre-temps. C'est-à-dire qu'entre-temps, aux États-Unis, il y avait Apple, Steve Jobs en l'occurrence, qui avait sorti le Macintosh. D'accord ? Donc ça, c'était sorti. Et ils en avaient donné un à l'INRIA. À l'INRIA, c'était un tout petit machin, le Macintosh. Comme dit Paul, je pouvais même le transporter sur mon dos après, donc c'était un petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un truc pareil? Et c'est pas puissant, il n'y avait que 128 K de mémoire, on ne parle pas de gigabytes ou même de mégabytes. On ne pouvait rien faire avec. Et donc ils ont reçu ce machin-là, et ils se sont dit, ah, on va le mettre dans le bureau de Jean-Marie. Il n'y a que lui qui peut trouver quelque chose pour ça. Donc ils l'ont mis dans mon bureau, ils l'ont oublié jusqu'à ce que je revienne quelques mois plus tard. Et effectivement, quand je suis revenu des Seychelles, là, donc je me retrouve avec ce Macintosh là sur mon bureau. Je dis, tiens, c'est beau, c'est vraiment beau. Et je commence à m'amuser avec. J'ai dû passer encore 2 mois à m'amuser avec. Bon, bah, c'est normal, fallait remettre la machine en route. Et puis après, je commence à me dire, mais... Bon, c'est bien gentil ce truc-là, mais comment on fait pour faire un programme dessus? Comment on fait pour faire ces fenêtres, pour faire tout ça? Enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et comment on y arrive? Et là, je me suis dit, mais c'est complètement dramatique. Avant, quand je voulais faire quelque chose, ça me prenait tant de temps et j'avais à me concentrer que sur mon problème à moi, sur ce que je cherchais à faire. Mais là, la situation était complètement différente. Pour arriver à faire quelque chose, mais c'était 10 fois plus de travail, je ne sais pas quoi, parce qu'il fallait créer des fenêtres, il fallait créer ceci, il fallait créer cela. Et résultat, c'était quasiment impossible pour quiconque de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Simplement, comme le résultat était super beau, que j'aime les belles choses, je me suis dit, bon, il doit y avoir une solution. Et donc, donc j'ai commencé à réfléchir à la question, et en plus, bon, avec Lisp, de mon côté, ça me permettait, en fait, c'est un langage qui vous permet de prototyper très facilement, hein, et tout ce qui est orienté objet.
Et petit à petit, j'en suis venu, c'est une idée très simple, hein. Les bonnes idées, généralement, elles sont très simples. C'est bon. D'abord, toute cette histoire d'interface utilisateur, il faut arrêter de la programmer. C'est du délire. On ne va pas écrire des lignes de code pour dire je veux mettre un rectangle avec un bouton dedans. Donc ça, on va le dessiner. D'accord ? Donc c'était pour la première fois avec SOS Interface quelque chose qui était OK, l'interface, on la dessine. Donc je me suis fait un truc pour dessiner des interfaces utilisateurs. Alors ça représentait une première chose. Et simplement, dessiner la chose, après, la question, c'est comment vous faites le rapport entre le dessin et la fonctionnalité que vous voulez activer. D'accord ? Puisqu'essentiellement, ce qu'il fallait pouvoir dire, c'est quand j'appuie sur ce bouton, il va se passer telle chose. Quand je fais un retour chariot pour accepter tel texte, il va se passer telle chose, etc. Et c'est là que j'avais mis en place ce que j'avais appelé le paradigme target action. Et donc essentiellement, c'est-à-dire quand on appuie sur ce bouton, ça envoie tel message à tel objet, et ça avait l'avantage d'être complètement dynamique. C'est-à-dire que vous pouviez juste donner une chaîne de caractères qui était le nom de la fonction, en fait. Et à partir de ce moment-là, tout devenait simple. Donc déjà, toute la partie mise en place et fonctionnalité était bonne. Il en restait une à régler. Et la dernière à régler, et là encore, c'est des trucs tout cons, mais... Et maintenant, on fait mieux, mais bon, il y a eu plusieurs évolutions. Mais c'est qu'une fenêtre, c'est un objet qui est essentiellement déformable. C'est-à-dire qu'une fenêtre, ça peut devenir plus grand ou plus petit. Et simplement, là, il fallait pouvoir exprimer à l'intérieur le jeu de contraintes. C'est-à-dire que quand je bouge la fenêtre, d'accord, ce bouton vient avec en restant collé sur le côté gauche, enfin en ne changeant pas les endroits et tout. Et là, je crois même que j'ai une patente, un brevet mis après avec Next, sur l'idée de représenter ça par soit c'est des barres rigides, soit c'est des ressorts. D'accord ? Donc celle-là, je l'attache par une barre. J'attache mon bouton sur le côté gauche et le côté bas par des barres, et puis le reste, je l'attache par des ressorts. Et c'était représenté comme ça dans l'interface utilisateur quand vous le construisiez. Et à partir de ce moment-là, vous aviez un truc qui vous permettait de créer des objets déformables auxquels étaient attachées des fonctionnalités et qui remplissait complètement son rôle et qui supprimait complètement le travail de programmation sous-jacent. Bon, il y avait beaucoup d'implications après sur la façon de structurer des programmes, comme ça s'est vu après à Next. Mais à partir de ce moment-là, c'était un truc super simple. Le jour où j'ai eu ce truc-là, j'ai commencé rapidement à voir que j'avais de l'or dans les mains. Mais j'étais à l'INRIA, donc c'était un institut qui était, et à l'époque, enfin maintenant, comment on appelle ça, le transfert industriel ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est mis en place. À l'époque, il y avait strictement rien de mis en place. Les premiers, en fait, à ce moment-là, c'était Ilog avec Jérôme Chailloux, donc qui, eux, sont partis pour faire le LISP d'un côté. Et puis moi, j'avais dit à Ben Soussan, qui était le président de l'INRIA à l'époque, faut faire attention, parce que là, je pense que j'ai de l'or dans les mains. Et lui, il me le disait aussi. Mais il me disait, mais on n'est pas équipé pour ça. Donc tout ce que je peux faire, c'est de donner ma bénédiction. Je te donne ma bénédiction et tu peux y aller, tu peux emmener ton idée parce que nous, on peut pas aujourd'hui la gérer. Il voulait même continuer à me payer. Il voulait même que je ne démissionne pas de la fonction publique. Mais bon, moi, si je faisais autre chose, j'allais pas rester à prendre la place d'un autre. Donc j'ai dit non, moi je démissionne. Là, peu de gens ont compris, mais bon, voilà, ça faisait partie de mon éthique. Donc j'ai démissionné de l'INRIA. Et entre-temps, déjà, Apple avait repéré la chose, hein, parce que mais là, c'était par Jean-Louis Gasset, qui à l'époque dirigeait, je sais pas, les techniques d'Apple. Donc, ils avaient vu ce truc-là. Il m'avait invité, en fait, en Angleterre pour ce qui était à l'époque l'équivalent de Macworld Expo ou je sais pas quoi. Enfin, donc là, grande conférence, etc. Alors, moi, j'étais content parce que là, enfin, je pouvais m'adresser à une grande audience. Donc là je pouvais m'amuser à faire mes présentations, etc. Ça a super bien marché, etc. Ils m'ont invité aux États-Unis pour aller les voir. Malheureusement, Apple, à l'époque, Steve n'avait pas encore créé Next, mais n'était plus chez Apple. Et puis, c'était une grosse boîte avec des gens qui se battaient... comme d'habitude, quoi. Dans les grosses boîtes, tu as toujours des gens qui se battent pour des raisons de pouvoir. Et donc, moi, je dis non, ça ne me plaît pas, quoi. Donc, il voulait que je dis non, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je suis revenu à l'INRIA. Je dis bon, je vais le faire tout seul. Et je suis parti de l'INRIA.
Et donc, j'ai créé Interface Builder, donc sous un autre nom, j'ai recréé la chose sur le Macintosh, que j'ai fait. Après, je me suis associé avec une boîte aux États-Unis qui s'appelait Expertelligence pour le vendre aux États-Unis. Et puis donc là c'était une nouvelle aventure. Bon, le problème, pendant toute cette période-là, j'étais plus payé, donc il fallait aussi que... Donc on en a vendu un peu, ce qui m'a permis, moi, de rentrer un petit peu dans mes frais. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait présenté avec Expertelligence, donc ça avait été présenté à une conférence à San Francisco, ça devait être Macworld Expo ou je sais pas quoi. Et donc là, en fait, c'est un gars de chez Next, donc Next qui avait été la société que Steve Jobs avait créée après être parti d'Apple. Et donc c'était juste après qu'il l'ait créé, et ils étaient passés par Macworld Expo, il a eu ce truc-là, il m'a dit « Ah bah tiens, tu devrais venir en fait à Palo Alto, et je pense qu'il y a un truc, il faut qu'on discute. » Et donc je suis allé à Palo Alto avec les gens d'Expertelligence, d'ailleurs, à ce moment-là, avec les deux dirigeants d'Expertelligence, et donc j'étais faire une démonstration là-bas. Puis à un moment, il y avait Bud Tribble, donc, qui était celui qui était VP of Engineering en fait, chez Next, et qui est un gars remarquable d'ailleurs. Et donc il dit, bon, c'est super, et ils m'ont dit, on va appeler Steve. Donc Steve est arrivé, a commencé à regarder le truc. C'était assez agressif en fait au départ, c'est son style un petit peu Moi j'étais très détendu, en fait j'étais même pas là, j'étais là plutôt par hasard en fait. J'avais même pas réalisé qu'est-ce qui pouvait venir après. Et puis à la fin il me dit ah bah non, c'est super, c'est vraiment super, bravo, au revoir. Et donc on repart avec les gens d'Expertelligence jusqu'au parking. Et puis là il y a le gars de Macworld Expo là qui j'avais avec Macworld Expo qui dit bon, toi tu reviens, vous restez. Donc les autres ont dû rester, et puis moi il m'a fait revenir, et là il y avait Steve qui m'attendait sur le canapé, et donc il me dit quand est-ce que tu viens travailler pour moi? Et alors je lui dis bon, tu sais, j'ai beaucoup travaillé, là je suis un peu fatigué, il faut que je me repose. Il faut que je prenne des vacances d'abord, et puis après j'y penserai. Et donc il me dit bon bah ok, tu prends tes vacances, et puis tu me rappelles dans 15 jours. Je dis non Steve, c'est des vacances européennes. Et donc je lui dis bon bah je pars pour 2 mois. D'accord. Essentiellement je serais pas joignable. Je partais à l'époque, j'étais parti en Thaïlande et après vers le Laos où c'était encore fermé à l'époque. Mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Donc se retrouver dans un pays qui n'est pas encore ouvert, c'était génial. Mais effectivement, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Donc je dis, je ne serai pas joignable, je reviendrai tel jour, à telle heure, par tel avion, et puis je te rappellerai à ce moment-là. Donc 2 mois après, je reviens à la maison. Je n'étais pas depuis 15 minutes à la maison. Hi, this is Steve Jobs. What are you doing? Et donc il me dit, ok, bah, tu viens demain à Palo Alto. Donc le lendemain, je pars pour l'aéroport et je vais à Palo Alto. On discute un petit peu. Et puis je lui dis, bon, ça va pas être facile parce qu'en plus, ma copine, toujours la même, elle vient de prendre un boulot, etc. Donc elle va devoir rester à Paris. Donc bon, écoute, je vais vous donner un coup de main. Je vais venir pendant 6 mois. Et puis voilà. Et puis après, on verra. Et donc, je suis venu à Palo Alto pendant 6 mois. Je suis resté 10 ans, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là que toute l'aventure Next a commencé. Mais ça, c'était vraiment une aventure fabuleuse. Et d'ailleurs, le biographe de Steve Jobs n'a pas bien fait son boulot sur cette partie-là. Mais ça, c'est typiquement américain, en fait. Parce que Next, si vous regardez en tant que Next pur, finalement, n'a pas été un succès commercial. C'était un succès d'estime phénoménal. Et puis, c'est ce que devenu Mac OS X et toute l'équipe de Next, c'est celle qui était chez Apple. Et même aujourd'hui, tous les dirigeants d'Apple sont quasiment des anciens de Next. Mais le succès commercial, c'était après. Donc, le biographe a un peu oublié la période Next, mais qui a été la période héroïque. Et pour Steve, Steve en parlant de Next, il avait encore les larmes aux yeux, parce que c'était vraiment...
comment dire, Apple c'est une boîte énorme. J'y étais après. Moi je préférais beaucoup Next à Apple parce que Apple c'est une boîte énorme avec des combats entre les gens pour des histoires de pouvoir et blablabla. Ça, chez Next, ça n'existait pas. On était tous là. Moi j'étais engagé comme simple ingénieur. Tout le monde était là comme simple ingénieur ou graphiste, etc. Et puis il y avait Steve qui était tout le temps là, qui débarquait à 3 h du matin avec sa dernière idée géniale, etc. Et puis il y avait toujours du monde. Il y avait toujours du monde. Moi j'étais en décalage horaire permanent de toute façon, puisque ma copine étant toujours à Paris, je faisais l'aller-retour une fois par mois, quand c'était pas une fois tous les 15 jours. Bah, parfois elle le faisait quand même. C'est devenu, elle est devenue, moi j'avais comme je voyageais beaucoup, et ça c'est, Next en fait avait toujours dit, on te paiera tous tes voyages que tu veux, d'accord, pour venir. Et donc ils m'ont toujours payé tous mes voyages que je veux, et puis j'avais toujours en plus des free flyer miles là, et donc elle, je pense que ça a été la personne qui a le plus voyagé gratuitement, puisque elle prenait toujours les retours. Donc c'était assez amusant pendant toute cette période, et c'était vraiment un truc où on en a tous gardé de ceux qui ont vécu l'aventure. On garde une certaine émotion en fait quand on se rappelle cette période. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, à partir du moment où je suis arrivé, qui était 3 mois après le début pratiquement, donc là, il y avait déjà des gens en place comme Bud Tribble, etc. Mais tout d'un coup, la vision du software a complètement changé, parce qu'avec l'arrivée d'Interface Builder et du fameux Target Action Paradigm, en fait, si vous regardez Next Step, ce qui est devenu Next Step, ce qui a été Next Step et ce qui après est devenu macOS X, c'est tout basé entièrement sur cette construction. C'est-à-dire qu'on a ramené Objective-C et on l'a déformé jusqu'à ce qu'il puisse arriver à inclure en fait ce genre de concept tout simple, qui est tout con. C'est envoyer un message à un objet, mais que ce truc-là soit dynamique, de façon à ce qu'il puisse être programmé de l'extérieur. Et tout d'un coup, on a mis en place toute une nouvelle génération de... si vous voyez toute la traînée en fait, qui vient après de ce qui a été fait chez Next, au passage, vous allez trouver le World Wide Web qui a été fait au CERN, et parce qu'ils avaient, la machine Next et les capacités de prototyping qu'elle donnait. Et puis après, macOS X, et puis après l'iPhone. Tout ça, c'est la même lignée qui est tout d'un coup... vous avez pu vous abstraire en fait de tout un paquet de trucs à faire qui sont rasants, et c'était devenu tellement simple que vous pouviez changer tout le temps. Et pour l'affaire en fait du web là au CERN avec Tim Berners-Lee, eux en fait ils avaient leur projet sur le CERN, Tim en particulier, de créer ce système d'hypertexte qui après est devenu le web, mais ils n'ont réussi à faire ça, et ils n'ont réussi à en faire devenir ce que c'était, et de l'aveu de Tim, c'est pas moi qui raconte ça, parce qu'ils avaient les machines Next et le système de prototyping et interface builder qui leur permettait de faire ça, mais instantanément, et de changer tout le temps. D'accord ? Vous voyez, vous essayez, et puis ça vous permet d'aller un petit peu dans cette direction, et puis après, vous bloquez quelque part, vous essayez quelque chose de différent, vous voyez, vous n'êtes jamais arrêté, parce que la technique ne vous arrête pas. Tout d'un coup, il y a une énorme libération qui a été amenée par ça, et qui leur a amené à pouvoir aller jusqu'au bout. Et sans doute, après, ça n'était plus la machine Next, mais c'est ça qui avait été l'enabler, en fait, du web. Et donc ça, c'était aussi une expérience marrante, et à Next, on a sorti la machine Next. Donc là a été l'occasion de me retrouver avec Steve, en dehors de créer toute l'interface utilisateur qui a été fait aussi entre lui, moi et le graphiste, la Keith Holmes, qui était là à l'époque. Donc ça c'était vachement amusant. J'ai commencé à travailler avec des graphistes, ce qui vous donne une autre dimension encore dans ce que vous faites pour la présentation, pour l'interface utilisateur ou pour les présentations. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec un graphiste. Tout d'un coup, vous passez à un niveau supérieur encore d'expression. Et donc sont venues toute l'époque des présentations, comme quand on a sorti la machine Next, c'était... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc de musique, en fait, à San Francisco.
Et puis après, d'autres présentations, justement pour le web, parce que Steve n'a pas compris le web au départ. Et de toute façon, à la limite, moi non plus. Hein, et ça, c'est un des gros défauts que vous voyez dans des sociétés comme Apple en particulier, et puis avec un gourou pareil, c'est que essentiellement, faut être clair, hein, vous avez mis des œillères, mais terribles. Et en fait, autour de vous commence à se développer quelque chose comme le web, enfin post-Tim Berners-Lee, hein, post-l'origine. Et dans la Silicon Valley, ça commençait à se développer un peu partout. Next n'avait toujours rien vu et Steve n'avait toujours rien vu. Parce que nous, on était tellement axés sur notre chose qu'on n'a pas vu ce truc nouveau se développer. C'est venu un petit peu vers la fin. Et donc là où on avait commencé à faire pas mal de trucs comme WebObjects, et puis il y a eu donc il y a eu des présentations à l'extérieur là qui étaient extraordinaires parce que là ça revenait presque à l'époque hippie, etc. dans le style des couleurs, le délire. Enfin, Steve, c'était aussi une rockstar hein, d'abord. Hein, quand il allait sur scène, c'était la même chose comme préparation que de préparer un concert de rock. Hein, et vous imaginez pas l'infrastructure qu'il y a par derrière. Hein, et donc après, bon, j'y étais toujours, on passait mais des semaines avant sur ces présentations à les mettre en place, à les rehearser, enfin à les répéter et puis à le faire sur place avec là des équipes extraordinaires pour le son, pour l'image et tout le bazar. Bon, ça, on s'est amusé comme des fous et ça nous a amené jusqu'à un moment, en fait, Paul me dit. Ah, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez poser des questions. Donc à tout moment, vous pouvez poser des questions. Si vous n'en posez pas, moi je continue parce que je ne vais pas laisser un blanc. Mais s'il y en a un qui se réveille, vous posez une question et je vous y réponds. Et n'hésitez pas sur n'importe quoi. Donc est-ce que vous avez des questions? Comment? Ah, iPhone, ça vient après. Hein. On en est où là dans notre... On en est à 15h23 et c'est à... Oh oui, donc on va avancer. Donc en fait, ce qui s'est passé après, c'est que bon, Next, ça a été un très grand succès d'estime, mais ça n'a pas été un grand succès commercial. Et donc en fait, on a fini par... du fait de ce qu'on donnait essentiellement, c'est une facilité à programmer extraordinaire. Donc ça, on a fini par en faire un truc qui permettait aux entreprises, dont les banques, de pouvoir faire du software rapidement, software pour l'entreprise, etc. Moi, ce jour-là, j'ai dit à Steve, bon, écoute, d'abord, toi, t'es plus là, puisque lui, il était essentiellement chez Pixar, parce que ça le faisait chier aussi, cette histoire de software pour entreprise. Moi, ça m'intéresse pas, donc je vais démissionner. Je t'aime bien, hein, c'est pas la question, mais ça m'intéresse plus. Et donc à ce moment-là, moi, je suis retourné en France. C'était 3 mois avant que Next soit racheté par Apple, ce qui s'est fait extrêmement vite. C'est Next qui a acheté Apple, non. Si vous regardez la réalité, il faut voir comment ça s'est passé. Hein. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est 2 ou 3 jours avant Noël. Il y a Steve qui m'appelle à 3h du matin, comme d'habitude, parce que là, j'étais en France, donc le décalage horaire, il oubliait toujours. Et il me dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, demain, t'es riche. Bon, c'est super. Il y a Apple qui rachète Next. Il y a une seule chose, comme ça faisait 2 mois et 3 semaines que j'étais parti, fais super gaffe, t'as 3 mois depuis le jour où t'es parti pour exercer tes options, est-ce que tu l'as fait? Je ne l'avais pas fait. J'étais à l'étranger. 2 jours avant Noël, il fallait que je trouve un moyen d'envoyer je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars aux États-Unis, de les trouver, de les envoyer pour acheter les options, pour pouvoir après récupérer. Bon, bien sûr, on finit toujours par trouver des solutions, mais c'était un peu chaud. Et donc en fait, la transition s'est faite. Moi, je n'étais plus chez Apple non, chez Next. À partir de ce moment-là, ça a pris une petite année avant que d'abord tout le staff Next reprenne les rênes et que finalement Steve accepte de passer de intérim CEO à vrai CEO. Donc de toute façon, tout ce truc-là, c'était monté d'avance. Vous voyez le truc, Steve avait, à partir de ce moment-là, hop, okay, je peux récupérer ma boîte. Et voilà comment ça va se passer. Donc moi je suis resté en contact avec lui, donc ça je sais plus quand ça s'est passé, 97 ou un machin comme ça. Et
donc moi je le voyais régulièrement quand j'allais là-bas. De toute façon, j'habitais chez lui quand j'allais là-bas et il venait souvent à Paris et il savait qu'il pouvait venir à la maison et que je lui ferais pas manger des animaux morts, comme il disait, parce que c'est terrible avec lui. Il faut faire vachement gaffe. Le nourrir, c'est terrible parce qu'il était végétarien au dernier degré. Et donc, s'il se retrouvait à une table où des gens mangeaient de la viande, ils disaient, ils sont en train de manger des animaux morts. C'était épouvantable. Et donc, les choses se sont mises en place. Et il y a Bertrand Serlet que j'avais engagé à Next, donc qui a pris un rôle de plus en plus important, qui est devenu VP of Engineering à la fin chez Apple pour remplacer Avi. Et puis ce qui s'est passé, la genèse de l'iPhone, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc une fois Steve était venu à Paris. Ah oui, c'était marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, d'abord il était allé en Russie et il devait voir Gorbatchev. Et donc pour Gorbatchev, il avait amené une bouteille de vin de sa cave, de vin excellent qu'il avait dans sa cave de Napa Valley, qui peuvent faire du vin excellent. Les processus de vieillissement ne sont pas les mêmes, mais vous arrivez à des trucs extraordinaires. Il avait amené cette bouteille de vin à Gorbatchev et ça s'est pas fait. Donc après, il est venu à Paris et puis il m'a dit, bah tiens, on va boire cette bouteille de vin ensemble. Et là, il m'a demandé, comme d'habitude, il avait quelques personnes comme ça avec qui il discutait régulièrement pour voir qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voyait venir ça. Je lui ai dit, tu sais, moi je pense que tu n'auras pas de choix. C'était un petit peu avant l'iPod, hein, et je ne savais pas que l'iPod allait arriver. De toute façon, c'est juste une question de temps, il va falloir que tu fasses un téléphone. Et il m'a dit, je ne comprends pas vraiment, je ne vois pas ça vraiment arriver, etc. Mais pourquoi tu ne reviens pas et puis que tu ne dis pas la question? Et donc, après tout, pourquoi pas? Et je lui dis, dans la mesure où je ne dois pas retourner aux États-Unis, je n'avais pas envie de retourner travailler là-bas, si je peux faire ça à Paris, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé, donc qu'on a eu ce laboratoire de développement à Paris, enfin que j'ai eu ce laboratoire de développement où j'ai engagé, à la fin, il y avait 25 personnes. Alors, la petite histoire, ce qui était amusant, c'est que Apple à l'époque, Apple Europe, Apple France, ils étaient aux Ulysses, très loin de Paris, etc. Nous, on était sur les Champs-Élysées. Donc ça, c'est Apple, l'engineering à sa place en premier. Et donc pourquoi en fait Steve voyait pas de ça? En fait, c'est assez facile à expliquer. Hein. C'est parce qu'à cette époque-là, si vous regardez les États-Unis, c'était peut-être les premiers qui avaient démarré les téléphones portables, etc. Il y a bien longtemps, mais ils reposaient sur des infrastructures très anciennes. Et donc tout ce qu'ils avaient, c'était vraiment pourri. Hein. Les téléphones Motorola de l'époque et ce qu'ils pouvaient faire avec, c'était complètement pourri. Moi personnellement, j'étais beaucoup plus orienté, déjà là où je vivais, en Europe, où on commençait à avoir Nokia et compagnie, d'avoir des choses qui faisaient un petit peu du sens. C'était complètement loqué par les opérateurs, mais ça faisait du sens. Et au Japon, enfin sur l'Asie, qui est une région du monde que j'aime beaucoup et où je passais beaucoup de temps. Alors là, quand vous étiez au Japon, au moment où Steve comprenait pas encore ce que c'était qu'un téléphone et se disait déjà si je pouvais arriver à m'en servir, je lui disais tu vois, tu pourrais avoir un GPS sur ton téléphone, hein, parce qu'il est tout dans ta poche, il sait où t'es, donc c'est complètement fondamental. Si vous étiez au Japon à cette époque-là, c'était complètement évident. Déjà, les gens ils traversaient la rue en regardant leur téléphone au risque de se faire écraser. Mais aux États-Unis, ça n'était pas compréhensible. Donc il y a eu toute cette phase où il a fallu déjà arriver à faire comprendre cette chose-là est en train d'arriver. C'est pour ça que moi, je me retrouvais, j'achetais des téléphones au Japon, en Europe, partout. Et puis, j'allais aux États-Unis tous les 15 jours, tous les mois, avec plein de téléphones dans la poche, montrer ce qui se passait. On a travaillé avec tous les fabricants de téléphones. À l'époque, Apple, en fait, si vous vous rappelez, c'était le Digital Hub. Quand l'iPod est sorti, il voulait se retrouver avec les ordinateurs au centre sur lesquels vous connectiez votre iPod, vous connectiez les différents appareils et puis ça gérait tout l'ensemble. Et donc la première question qu'on s'est posée avec un produit téléphone, c'est est-ce qu'il faut faire une application de type iPhoto, de type iMovie et ce genre de choses, mais qui au lieu de connecter aux caméras ou à l'iPod, là qui était un produit interne à partir du moment où c'est sorti, qui connecte sur les téléphones extérieurs. Donc on a travaillé avec Nokia, avec Sony Ericsson, avec les Japonais, avec tout le monde, et même Motorola, pour comprendre la situation.
La situation, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez déjà à l'époque ce que c'était quand vous vouliez, ils appelaient ça synchroniser, mais c'était essentiellement pousser vos contacts de votre ordinateur sur votre téléphone. Synchroniser, bon là ça devenait quelque chose d'absolument épouvantable. Donc c'est là où ils en étaient côté software, et c'était du software qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils sont morts, c'est pour ça qu'ils sont tous morts, sans exception. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas compris la puissance du software, ils n'ont pas compris que s'ils ne maîtrisaient pas le software, ils allaient disparaître. Leur software était sous-traité en Inde, et où là ils faisaient du boulot, enfin les gens qui sont là-bas faisaient du boulot comme ils auraient fait du boulot pour une banque, sur spécification. Vous avez donc des gens en Finlande qui spécifiaient voilà ce qu'il faut faire, et puis de l'autre côté des gens qui donnaient un programme. Il y a même des cas chez Nokia où ils n'avaient même plus le code source de leur truc, donc ils n'étaient même pas capables de le gérer. Donc à partir de ce moment-là, c'était clair, ces gens-là allaient nulle part. Nokia a fait une erreur fondamentale en achetant, à partir du moment où ils ont vu qu'il y avait peut-être un problème, ils se sont dit on va racheter, comment ça s'appelait, Symbian. D'accord, c'était Psion en fait à l'origine. Ils ont racheté le système d'exploitation Psion qui est devenu Symbian, mais qui était ingérable. C'était impossible, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une interface programmable. Les interfaces programmables là-dedans étaient épouvantables, il fallait toujours trouver un gars qui avait travaillé chez Psion à l'origine pour arriver à faire quelque chose. Et donc progressivement, ils ont commencé à disparaître. Nous, moi ce que j'avais dit à Steve, de toute façon la première chose à régler, avant même de penser à du hardware, etc., ce qui viendra sans doute dans 2 ou 3 ans, il faut régler ce problème. Il faut régler le truc de... Je vais avoir 36 appareils, et vous le voyez bien aujourd'hui, vous avez un iPad quand c'est pas 2 ou 3, un iPhone quand c'est pas... non, plusieurs iPhones, bon, faut vraiment être de mon style. Vous avez les ordinateurs, et puis vous en changez tout le temps. Vous en changez tout le temps. Il y a un nouveau truc qui arrive, vous le prenez et vous supprimez l'ancien. Donc il faut que le problème de la migration des données complètement transparentes et à tout moment soit résolu. Et c'est pour ça que la première chose qu'on a fait, c'est de se brancher sur ce problème de synchronisation. Et si vous regardez aujourd'hui, et c'est des problèmes pas simples, hein, la clé en fait de tous ces mondes-là, que ce soit Dropbox, que ce soit Google, etc., c'est tout. Une fois qu'ils ont réglé ce truc-là, c'est devenu des entités importantes. Et Apple a complètement merdé un truc, d'ailleurs, parce qu'on l'avait à l'origine. Mais tiens, ça c'est une histoire de pouvoir. Pouvoir chez Apple, différents groupes, et il y en a qui font tel type de synchronisation, d'autres tel autre. Et puis en fait, ça sert à un troisième. Le résultat n'a pas manqué. L'aspect synchronisation des fichiers a été plus ou moins raté. À partir du moment où il y a vraiment eu l'iPhone, et où c'est Scott Forstall en fait, qui dirigeait ce machin-là, lui n'avait pas la partie operating system sous sa responsabilité, donc il a complètement négligé en fait, la synchronisation des fichiers. Il l'a laissé de l'autre côté. Donc finalement ça a été oublié parce que le focus était sur l'iPhone. Résultat, vous regardez la situation aujourd'hui, Apple n'a pas de solution propre pour synchroniser vos fichiers. Vous êtes obligé d'utiliser Google Drive ou d'utiliser Dropbox. Ils ont essayé après d'acheter Dropbox, mais Dropbox était devenu tellement cher, mais eux ils avaient une solution complètement transparente, c'était parfait. Ça aurait dû être poussé jusqu'au bout. La clé en fait de ce monde-là aujourd'hui, vos données, elles sont dans le cloud, comme on dit maintenant, mais elles doivent pouvoir descendre à tout moment où vous pouvez les changer, ça doit remonter et ça doit aller partout. Donc ça, c'était notre focus initial. On s'est occupé, en plus, bon, il n'y avait pas de programme de calendrier sur le Mac, donc on avait fait iCal au passage. Et puis donc, moi j'avais mon travail de lobbying pour arriver à convaincre Steve, mais ce qu'il faut vraiment, c'est faire un téléphone. Et les gens de l'operating system, c'est attention, ne recommencez pas des erreurs de type Nokia, parce qu'il faut voir qu'au départ, quand Apple a sorti l'iPod, dans l'iPod, et pour de bonnes raisons, parce qu'à l'époque c'était difficile en fait d'arriver à mettre macOS X dans l'iPod, ils avaient fait un petit operating system, ils l'avaient racheté à l'extérieur, qui contrôlait l'iPod. Mais résultat, et ça c'est le problème des grosses boîtes, il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe qui avait fait l'OS pour l'iPod et il y avait le groupe qui avait fait macOS X. Et évidemment, à partir du moment où il a été question d'iPhone, le groupe qui avait fait l'OS pour l'iPod, ils voulaient conserver, surtout avec le succès de l'iPod, ils ont voulu conserver leur truc. Mais ça aurait été une erreur phénoménale, d'accord, de confier ça et de créer une nouvelle direction d'operating system à l'intérieur d'Apple. C'était une absurdité. Donc ça, c'était arriver à convaincre Bertrand Serlet, Avi Tevanian et ces gens-là, ok, c'est indispensable d'arriver
enfin de mettre en place en fait quelque chose à partir de macOS X, ce qui a été fait. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de choix. Et puis un jour, Steve m'a emmené dans le lab secret, là, il ne faut pas mettre d'écharpe sur les yeux, mais presque. Et puis il m'a dit, bah, tiens, voilà les premiers prototypes. Et donc là, c'est juste des briques, hein, il n'y avait rien à l'intérieur, mais voilà à quoi ça ressemblera. Un truc fondamental pour lui, et où il était contre toute la compagnie pratiquement, c'est qu'il n'y aura pas de clavier sur cet appareil. D'accord ? Alors que, surtout pour des Américains, en plus, qui, à la limite, avaient vu l'évolution du BlackBerry par rapport à Motorola. Enfin, Motorola, c'est la préhistoire. Hein. Et après, arrivait le BlackBerry, et en voyant le BlackBerry, bah, tout le monde s'est dit « Ah, bah, c'est ça, il faut un clavier ». Et Steve dit « Non, ce sera ça, la rupture technologique ». Et quand il a décidé quelque chose, de toute façon, il n'y a plus qu'à suivre. Et donc, mais c'est excellent. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, il crée un jeu de contraintes et vous avez là-dedans des tas de gens qui sont brillants, qui ont des esprits brillants, mais si vous laissez en fait ces gens-là aller penser dans tous les sens, bah, toute cette énergie, elle va se dissiper dans l'espace, aller dans 36 directions. Et c'est le risque pour Apple aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de gens brillants, mais si vous les laissez trop faire n'importe quoi, ne vous mettez pas de contraintes, bah, cette énergie, au lieu d'être focusée sur un seul point et d'arriver à, comme quand vous convergez les rayons du soleil vers un seul point, ça va brûler. D'accord ? Si vous les laissez aller partout, rien ne va se passer. Et ben, là est toute la clé, en fait. Et il a réussi à obtenir d'avoir ce truc touch, bon, bah, qui maintenant est devenu la technologie qu'utilise tout le monde. Mais au départ, c'était loin d'être gagné. Hein. Et en fait, à ce moment-là aussi, ce qui s'est passé, bah, c'est très bien. On commence, mais simplement, on commence aux États-Unis, mais on arrête à Paris. D'accord ? Donc on ferme le labo à Paris parce que tout va être sous clé à Cupertino. Donc il y a des gens du labo de Paris qui sont allés là-bas. Moi personnellement, je ne voulais pas retourner là-bas et je ne voulais pas rester à distance parce que à ce niveau-là, quand vous êtes, c'est un peu comme une secte. Hein, vous savez, il y a le gourou, puis il y a le cercle rapproché, là, les apôtres. Hein. Et ils sont tous en train de se battre entre eux. D'accord. Donc quand vous êtes à l'extérieur, c'est extrêmement dur. Et j'avais fini par avoir à revenir tous les 15 jours pour régler des problèmes qui n'étaient pas des problèmes techniques, mais qui étaient souvent des problèmes de, si tu veux, de pouvoir. Vraiment, vous voyez que j'aime pas les grosses sociétés. Hein, c'est terrible avec moi. Et puis donc, bah, j'ai décidé à ce moment-là, moi, d'arrêter. Et bah, j'ai dit encore une fois à Steve, bah, écoute, je t'aime bien, mais moi, ça ne me convient plus. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai recommencé à voyager pas mal vers mes régions de destination préférées, comme la Birmanie, d'ailleurs. J'ai passé pas mal dedans là-bas, c'est très bien. Bhoutan aussi. Et puis après, donc, j'ai recommencé une société avec des anciens d'Apple de Paris, là, du labo que j'avais créé, qui s'appelle Photopédia, et sur lequel on cherche à faire en quelque sorte un Wikipédia de la photo, mais un peu différent. On est essentiellement orienté mobile. Mais là, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, et donc je vais peut-être laisser tomber là-dessus et vous laisser poser des questions enfin. Et moi, je vais boire un peu. Question ? Ok. Alors, j'en ai vu rien. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas un élève, mais je me permets de poser une question quand même. Donc vous avez navigué tout au long de votre carrière, qui n'est pas finie d'ailleurs, sur les ruptures d'innovation et ruptures technologiques. Depuis une dizaine d'années, il y a tout ce qui concerne le Lean Startup, avec des gens comme Steve Blank et Eric Ries qui essayent d'introduire des nouvelles méthodes pour gérer la rupture technologique, la rupture d'innovation, avec des choses comme les Product Minimum Value Product, le PMV. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces thématiques-là ? Comment est-ce qu'on conçoit un nouveau produit Malheureusement, non. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir quelque chose... J'ai été toujours un peu... j'ai passé la plupart de mon expérience, donc Next Apple, c'est un peu la même expérience. À partir de la même expérience,
c'est plus difficile d'abstraire en fait des modèles reproductibles à différents endroits. Et donc je pense des gens qui prennent du recul et à la limite qui viendraient me parler à moi et qui iraient à parler à d'autres qui ont d'autres expériences, c'est eux qui arriveraient à sortir quelque chose qui pourrait finalement être un guide de l'entrepreneur innovant ou quelque chose comme ça. Mais moi personnellement, je ne pense pas que j'en suis capable. Je suis capable de partager ma propre expérience, mais pas d'abstraire parce que j'ai pas suffisamment de modèles devant moi. Je réponds pas bien à la question. Si, à peu près. Merci. Qui est-ce qui a une question? Bonjour, donc, je m'appelle Amine, je suis élève de cette école. Et donc on a pu comprendre que vous n'étiez pas vous n'étiez pas pour rien dans l'invention de l'iPhone. Il y a eu pléthore d'applications qui ont été créées ensuite pour des téléphones de ce type-là, donc pour les smartphones. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent s'orienter vers le développement d'applications parce que ça fait rêver. Les motivations sont diverses. Et je voulais savoir justement comment est-ce que vous êtes adressé à ces personnes-là qui développaient parce qu'elles n'étaient pas forcément issues d'Apple ou des entreprises qui entouraient Apple. Donc comment vous les avez contactées pour qu'elles puissent faire des applications? Et question pas trop liée, vers où vous pensez que ça va évoluer en fait? Alors, d'abord une chose, moi je n'étais plus chez Apple. À partir du moment où l'iPhone est sorti, moi je n'étais plus chez Apple. Je suis parti avant, puisque je suis parti au moment où le développement a commencé aux États-Unis, qui était sans doute à peu près, le développement du hardware et operating system final, qui a pris sans doute à peu près 18 mois jusqu'au moment où ça a été annoncé. Alors, cependant, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les développeurs avaient été complètement oubliés dans cette affaire. C'est-à-dire que Steve voulait d'abord un téléphone qu'il puisse utiliser. Même avec mes histoires de cartes et de GPS, il disait, bon, là, je comprends rien à ce que tu me racontes, moi, je veux déjà pouvoir utiliser un téléphone, aujourd'hui, j'y arrive pas. D'accord. Bon, quelques mois avant de sortir l'iPhone, bon, il est quand même allé frapper à la porte de Google en disant bon, il faut absolument qu'il y ait les cartes à l'intérieur, et il a reconnu après que c'était un truc fondamental. Mais l'ouverture aux développeurs ne s'est passée qu'un an après, et sous la pression des développeurs. C'est-à-dire que l'iPhone est sorti comme plateforme fermée. En plus un reproche qu'on fait souvent à Apple, bien que Apple ait une histoire côté développeur qui est énorme dans le passé, mais il y avait de moins en moins de développeurs en fait qui allaient vers le Macintosh. Ça revenait un petit peu avec macOS X, et sort l'iPhone sans rien pour les développeurs. Ça a été le tollé du côté des développeurs vu le succès quasi immédiat de l'iPhone. Et donc en fait les équipes sur place, ils sont beaucoup contacter l'extérieur. De toute façon, Apple, c'est ça. Apple ne contacte pas beaucoup l'extérieur. J'ai jamais vu Apple vraiment aller demander l'avis à l'extérieur. Ils se sont dit, et il y a de l'expérience par derrière, il y avait toute une organisation de développeurs, etc., de longue date. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient, etc. Et mes côtés, c'est l'équipe de Scott Forstall essentiellement, qui a ouvert et qui a commencé à juste ouvrir les API pour que les gens puissent eux-mêmes faire des applications. Et donc de ce côté-là, aucune influence extérieure. Et alors, la suite de la question, c'était pour... Donc, je voulais savoir en fait, vers où est-ce que vous pensez que le développement logiciel va évoluer? C'est-à-dire que déjà, ce que ça a fait, il faut voir que le développement applicatif, à cette époque-là, était un petit peu en train de mourir. Parce que le côté développement, ça s'était un petit peu... ça avait complètement migré plutôt vers le web. C'est-à-dire plutôt de faire ce qui s'appelle maintenant des applications web, mais qui était du développement en fait qui n'était pas lié à une plateforme donnée et qui pourrait marcher sur toutes les plateformes. Pour une époque où en fait, Microsoft était dominant, Apple était en train de renaître, et tout le monde se disait, qu'est-ce que je vais aller faire des applications spécialisées? Finalement, les seuls qui le
le faisaient encore vraiment sérieusement, c'était les jeux. Parce que les jeux avaient besoin, ils ont un tel besoin de puissance machine, etc., ils ont vraiment besoin d'être collés à la plateforme. Et donc les jeux continuaient vraiment à développer fort pour les différents... Enfin, je parle du software grand public. Hein. Donc c'est cela qui était prépondérant. Avec l'arrivée de l'iPhone et de l'ouverture aux développeurs, bah, tout d'un coup, c'est comme, j'en sais rien, moi c'est un désert sur lequel il y avait plein de graines et vous avez jeté de l'eau là et tout d'un coup, pouf, ça a fleuri dans tous les coins. Et là, ça a pris toutes les directions possibles. Tout d'un coup, le marché applicatif est complètement rené. En plus, c'est beaucoup plus facile, en quelque sorte, c'est petit à faire, c'est rapide à faire. Et donc, c'est un truc qui a explosé. Et qui maintenant devient, je dirais, même presque prépondérant par rapport au développement web. Parce que vous voyez aujourd'hui se passer, en fait, dans le monde des startups, avant les gens cherchaient à être web first, à d'abord faire quelque chose sur le web, et ensuite la technique après pour fonctionner, c'était de mettre l'effort nécessaire sur le SEO, donc pour être bien référencé par Google, de façon à pouvoir être propulsé en termes d'audience et pour recevoir les fonds nécessaires. Si aujourd'hui ça c'est toujours vrai et qu'il y a une recette bien qui s'applique, aujourd'hui vis-à- dire des startups, donc ceux qui cherchent l'investissement initial, ils cherchent la plupart à être mobile first. Donc ils commencent par faire une application mobile avant d'aller essayer de se déployer sur le web. Et si vous regardez la réalité, c'est pas un jeu facile, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème sur le web, c'était tout à fait clair comment vous pouvez gagner. Vous investissez dans le SEO, enfin dans la partie être bien référencé par Google, et les autres, mais essentiellement Google. Sur le mobile, ça c'est vachement dur, parce que comment vous faites pour gagner ? C'est Apple qui contrôle tout. Enfin, il y a Google de l'autre côté qui contrôle moins, mais essentiellement, votre SEO, il est réduit à comment bien marcher sur l'App Store. Si vous n'arrivez pas à marcher sur l'App Store, vous êtes mort. Essayez de faire une application, mettez-la sur l'App Store, et vous allez rêver, vous allez vous dire « Ah, il va y en avoir des millions, si vous en avez une par jour, et encore, si vous êtes bon, vous en aurez 10 par jour pendant un certain temps, et puis après, plus rien du tout. » Et c'est désespérant. D'accord ? Sauf, alors, le miracle, c'est Apple, tout d'un coup, vous met sur l'App Store et vous avez le gros carré en haut ou un des petits carrés là. Et là, tout d'un coup, vous en recevez 500 000 dans la journée et pof, vous avez votre catalyse de départ. Donc c'est un truc extrêmement dangereux aujourd'hui, il faut le savoir. Entrer dans le marché du mobile, c'est très dur. Et la façon dont les gens s'y prennent, ceux qui marchent aujourd'hui, c'est ceux qui peuvent payer. C'est la plupart des boîtes qui arrivent à bien démarrer font suffisant. Ils achètent du download. C'est-à-dire que ce soit chez Facebook ou avant chez des gens comme AppGratis, avant qu'ils soient supprimés par Apple, ou ceux qui avaient la chance de pouvoir passer gratuitement chez AppGratis comme nous parce qu'on s'entendait bien, ça c'est quelque chose qui propulsait très fort. Mais aujourd'hui, donc c'est un monde dur, mais ça n'empêche que si vous voulez obtenir de l'investissement aujourd'hui par du capital risque, vous avez intérêt à dire « je fais du mobile first ». Parce que ces gens-là regardent à 2 ou 3 ans et ils se disent de toute façon, c'est ça qui va gagner dans 2 ou 3 ans. Et vous le voyez bien, aujourd'hui, le trafic web ou le trafic Facebook, etc., est complètement en train de se déplacer vers le mobile. Et donc aujourd'hui, oui, clairement, l'opportunité est là. Et après, quand vous voudrez vraiment devenir gros, vous le faites sur le web, parce que c'est quand même là aussi qu'après, il y a tout qui est tiré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé qui est passionnant, déjà. Merci. Vous avez soulevé la notion de contrainte avec cette innovation et du coup, je me pose la question de savoir si nécessairement, pour pouvoir vraiment innover, il faut mettre le doigt sur une contrainte, quitte à la créer pour le coup, parce qu'en l'occurrence, c'était l'innovation amener une contrainte, mais pour le coup, appuyer le fait que ce soit une innovation. Et voilà, est-ce qu'il y a forcément cette réflexion-là entre la contrainte et l'innovation ? Alors, moi, ça, je ne peux pas parler pour le monde entier. Et rappelez-vous que je suis quelqu'un qui vient d'un monde formel, mathématique, etc.
Et de mon point de vue, et c'est quelque chose que j'observe avant même de parler d'innovation, que j'observe beaucoup chez des gens qui n'ont pas justement une formation qui les habitue à travailler dans un cadre et à l'exploiter complètement. Et puis sortir de ce cadre, ça ne viendra qu'au moment, non pas où on sort du cadre. Si on sort du cadre, c'est pour en recréer un autre. Et à partir de ce moment-là, on pourra travailler. Des gens avec qui j'ai énormément de mal à travailler, c'est les vendeurs, les gens dans le monde commercial, d'accord, qui refusent d'entrer dans un cadre qui est pourtant clair, la plupart du temps, qui est, voilà, le produit avec son cadre, d'accord. Si tu vas vendre quelque chose qui sort du cadre, tu mens, et de toute façon, ça ne marchera pas. Donc il va peut-être ramener le premier contrat, mais ça amènera la mort de la société. D'accord ? Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et ces gens, les 3/4 du temps, et c'est un petit peu par manque de formation, n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils trouvent la solution dans le cadre indiqué. Et que sinon, il n'y a qu'une solution, c'est de définir un nouveau cadre. D'accord ? Essayer d'en sortir et d'aller dans toutes les directions et de raconter un petit peu n'importe quoi. Et ils fument un peu trop, ces gens-là. Hein. Non, c'est pas ça que ça fait. C'est pas ça que ça fait. D'accord ? Et si ça, c'est quelque chose qui est indispensable, définissons une nouvelle version du produit avec un nouveau cadre ou des choses comme ça. Mais on ne peut pas travailler autrement. Et moi, personnellement, je ne peux pas travailler autrement. Et j'ai du mal à concevoir l'innovation, bon, c'est marrant aussi, mais l'innovation en train de fumer tranquillement sur son lit et puis de partir dans toutes les directions possibles. Vous savez, quand vous prenez ces produits-là qui vous laissent votre esprit complètement libre, d'accord, c'est super, vous vous amusez bien, vous rigolez, mais essentiellement, quand vous vous réveillez, quand ça s'arrête, eh ben, vous n'avez pas créé, d'accord ? Ah, vous avez vu un autre monde, peut-être, mais vous n'avez pas créé. Et le problème, il est là, de mon point de vue. Et l'innovation, oui, passe d'abord par savoir, il y a un jeu de contraintes, et je vais y arriver dans ce jeu de contraintes. Si j'y arrive pas, je vais créer un nouveau jeu de contraintes. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Il y avait un moment, enfin, quand tu es passé de Lisp à Objective-C, moi, je trouvais ça dommage. Ah. Et tu m'as dit, mais dans Lisp, c'est jamais fini. Autrement dit, il n'y a pas suffisamment de contraintes. Donc, alors, il y a deux aspects. Certainement, je t'ai dit ça parce que je suis un peu répétitif. Donc, même il y a 20 ans, je disais la même chose. Mais cependant, non, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, ça se ressentait dans Lisp aussi sur des problèmes inhérents de performance. Hein, qui faisait que comme tu pouvais tout faire, eh ben, tu ne pouvais pas faire au mieux dans un cadre donné. Donc ça, c'était une chose. D'un autre côté, je me rappelle aussi le passage de Lisp à Objective-C. C'est qu'au départ, j'étais comme toi. Si tu veux, Lisp, c'était super et tout. J'imaginais pas de partir de Lisp. Simplement, quand je suis allé chez Next et que j'ai vu Steve, etc., moi, j'étais toujours en Lisp. Et puis il m'a dit, tu viens travailler pour nous à faire Interface Builder. Et à l'époque, c'était impossible à faire en C ou ce genre de truc, je le savais. Et puis les techniciens qui étaient là, ils me disaient, mais tu te rends compte qu'on ne va pas faire ça en Lisp ? Je dis, oui, mais c'est qu'un langage, ça ne change rien, on va y arriver. Et on va y arriver. Et on y est arrivé comment ? Et moi, j'avais jamais fait de C. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et puis, dans ma tête, j'avais quelque part, attends, ça ressemble peut-être au Fortran, là, comme quand c'était au départ. Mais bon, moi je voulais avancer et puis ça me plaisait ce machin d'aller avec Steve et tout le bazar. Donc j'ai dit ok, on va y arriver. Et on y est arrivé comment ? On a cassé le cadre de C et on a créé un cadre qui était plus contraint que celui de Lisp, hein, qui est vraiment pas contraint. Mais Lisp à la limite c'est un très bon truc ça peut être un très bon truc, un langage pour définir des contraintes. Ça te permet d'explorer, t'explores et puis après, pof, là tout d'un coup tu définis un nouveau jeu de contraintes et celui-là tu peux le résoudre en dehors en fait de Lisp pratiquement, dans un truc contraint, mais que tu as peut-être pu l'imaginer uniquement parce que tu es passé par là. Mais faut pas à ce moment-là être parti sur un bateau là qui s'en va jusqu'à l'infini.
Enfin si, c'est marrant, mais c'est un autre jeu, ça c'est pas pour produire. D'autres questions ? Bonjour et merci Bonjour. d'être là déjà. J'avais juste une question puisque on voit que l'ordinateur a centralisé beaucoup de choses quand même. La bureaucratie et autres se fait maintenant par ordinateur et merci le web. Mais on avait concentré tout vers un seul outil qui était l'ordinateur. Et Apple a un peu divisé tout ce monde en créant le iPhone, le iPad, et puis maintenant on va avoir les Google Glass, bon, qui ne sont pas Apple. Mais comment vous voyez cette évolution et est-ce que vous la trouvez positive, négative et comment vous pensez que ça va évoluer par la suite ? D'abord, je la vois très positive dans le sens où, par exemple, pour l'iPad, le problème de l'ordinateur, mon problème fondamental avec l'ordinateur, c'est que pour aller utiliser dans un ordinateur, je dois aller dans une pièce avec une table, avec une chaise, un endroit qui est un endroit de travail, me mettre devant et utiliser l'ordinateur en tant que travail, ce qui n'est pas ce que j'ai toujours envie de faire. Et pourtant, maintenant, j'en ai besoin tout le temps. Et on voyait progressivement dans les années pré-iPad et pré-iPhone, tous les gamins et nous-mêmes, finalement, passer le temps sur l'ordinateur, sur un objet de travail, dans une position inconfortable, pour quelque chose de relaxant. Et tout d'un coup, pof. Et pour moi, c'est la première chose qui a sauté. Tout d'un coup, ils m'ont donné quelque chose pour aller sur le canapé. D'accord ? Et sur le canapé, tranquillement, maintenant, mon courrier, si c'est mon courrier personnel, qu'est-ce que je vais aller dans mon bureau pour lire mon courrier personnel ? Non, il est dans le salon, là, et puis sur le canapé, bien allongé, je suis en train de regarder ça tranquillement. Et donc, après les Google Glass ou tout ce qui pourra arriver après, ça ne fait qu'aller dans ce sens-là. C'est des choses qui sont là pour être des compagnons de vie, en quelque sorte, qui deviennent de plus en plus indispensables, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Mais pour toutes les générations montantes, de toute façon, ça en fait partie et ça doit en faire partie en permanence. Et à partir de ce moment-là, oui, je vais pas aller me mettre dans la position qui n'est pas la bonne pour faire ce que je dois faire à ce moment-là. Si c'est de divertissement, c'est du divertissement et il doit être fait dans ma position de divertissement. Bonjour. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question plutôt sur la forme, la différence entre la forme et le fond sur justement l'iPhone, par exemple. Quand on prend un iPhone ou quand on prend un produit Mac, même de manière générale, on comprend tout de suite. C'est même très bien, vous en êtes responsable, bravo. Enfin, attention, moi je suis un petit pion dans tout ça. Hein. Ouais, mais bon, j'ai eu la chance d'en faire partie. Et ça, c'est bien. Enfin, en tout cas, on comprend tout de suite et on oublie peut-être un peu trop le fond. Alors, ok, c'est beau, on peut faire plusieurs choses, même pas mal de choses qui sont contraintes, effectivement, mais qui sont toutes intégrées, toutes reliées les unes aux autres. Et dès qu'on veut un peu sortir du cadre, c'est fichu. Et est-ce que vous ne trouvez pas ça problématique? Et est-ce qu'il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas forcément sur les applications elles-mêmes, mais sur les nouvelles technologies, le web, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que être dépendant de cette forme, c'est très attractif, on a envie de s'en servir, on a envie de racheter un iPhone tous les ans, mais qu'est-ce que ça nous apporte vraiment en plus? Est-ce que quand je suis perdu, j'ai vraiment un intérêt à regarder ma carte dans l'iPhone, ou est-ce que je pourrais pas le demander tout simplement à quelqu'un qui habite dans le coin et qui est juste à côté de moi? Vous aimez voyager, donc j'imagine que vous aimez justement aussi prendre contact et ne pas être obligé de passer par ça, avoir des contacts humains plutôt que d'être contraint par l'utilisation constante de votre téléphone. Je dirais d'abord, je pense que c'est en train de sortir depuis quelques années. Et donc là, on est dans la période où c'est l'invasion totale. On n'a pas encore appris
enfin, comme vous dites, il y a une espèce de phénomène d'addiction, de dépendance, qui fait qu'on y revient tout le temps et que on commence à se poser des questions effectivement, est-ce que c'est pas en train de m'envahir dans tous les sens? À mon avis, ça va disparaître avec le temps. Tout ça, ça n'est que des outils qui nous amènent des choses qui sont très bien. Et puis ça va se banaliser et ce sera sans doute remplacé par d'autres addictions qu'on ne connaît pas encore. Mais je ne fais pas partie de ceux qui... Enfin, c'est vrai que j'aime bien, enfin, ça ne va plus être le cas bientôt, mais par exemple être en Birmanie, et où il n'y a rien. Tous ces objets ne marchent pas, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas tout ça. Donc vous retrouvez une vie différente, etc. Et donc ça, j'en suis conscient. Je suis conscient aussi quand je regarde mes enfants que ça a parfois un effet qui peut être... enfin, contre lequel vous essayez de vous battre. Parce que bon, ça va un petit peu, mais toute la nuit, ça devient terrible. Et ces machins-là, ça s'emmène dans les lits, sous les draps, etc. Alors vous voyez encore l'espèce de halo blanc là, qui passe à travers le drap. Mais effectivement, il y a un truc qui fait dire, bon, il faut prendre un petit peu de distance et tout ça. Je pense que nous, on y est exposés à 100%, et nos enfants, et vous qui êtes entre moi et mes enfants, vous y êtes exposé très fort. Avec le temps, je pense que ça devrait se banaliser autant que d'autres technologies se sont banalisées, comme, j'en sais rien, la voiture. Est-ce que la voiture m'empêche de bien vivre? Oui, jusqu'à un certain point, oui. C'est vrai que les vacances que je préfère, c'est sans voiture. Il n'y a rien à dire. Mais d'un autre côté, je ne serais pas trop négatif ou je ne serais pas trop parano ou je dirais, ben non. Ma femme m'accuse beaucoup de... Tu trouves que c'est vraiment bien ce que tu as fait? Bonjour, j'ai une question. Un peu dans la... excusez-moi. Un peu dans la continuité de la question précédente. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être responsable, entre guillemets, il n'y a pas d'échafaud à la sortie, je parle en tant que prof, en tant que vieux con, hein. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir donné une impression de facilité, notamment à nos jeunes, qui leur laisse croire que tout est faisable sans aucun effort, sans aucun travail, grâce tout ce qui a été développé, qui est extrêmement facile d'utilisation? Comme on a dit, facile de, on peut s'accaparer, on peut s'accaparer ces outils sans aucune difficulté. Est-ce que ce sentiment de facilité, vous n'avez pas peur que, contrairement à ce que vous avez montré que vous avez un profil, vous êtes parti vraiment de la théorie pour aller vers l'application? Est-ce que ça risque pas de laisser penser à nos jeunes que tout ce qui est théorique, tout ce qui est travail, tout ce qui est effort n'est pas nécessaire? Ah bah, ils ont qu'à essayer, hein, et le problème c'est qu'à la limite ils essayent, enfin c'est même pas qu'ils essayent, c'est ils passent trop de temps là-dessus et puis ils font rien, et s'ils font rien, bah, là ils vont directement dans le trou, hein, donc ça marche pas. Et moi, enfin, et c'est aussi ce que j'essaie de montrer à mes enfants. Oui, la connaissance, vous y avez accès maintenant directement, etc. Enfin, et c'est vrai, si je veux la connaissance maintenant, bah, je peux l'avoir tout de suite. Mais simplement, pour l'assembler, pour la digérer, etc., ça c'est du travail. Et finalement, c'est ça le travail qu'on vous demande, et c'est ça le travail qui va vous permettre vous-même de produire quelque chose après. Si vous ne produisez rien, ben, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de boulot, vous n'aurez rien. Donc c'est vous qui choisissez. Et ça, c'est indépendant de l'outil. Aujourd'hui, le web en particulier, vous avez accès à tout, et c'est vraiment génial. D'accord? Simplement, ultimement, il faut que vous en fassiez quelque chose. Si vous n'en faites rien, c'est de la connaissance flottante et qui n'est utile à personne. Enfin, il y en a d'autres, hein, qui arrivent. Si vous ne faites rien, vous serez mis de côté. Alors, donc, comme j'ai toujours dit aussi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et c'est important de travailler. Et maintenant, les méthodes sont différentes. C'est sûr, les méthodes vont complètement changer, ont commencé à complètement changer. Il ne faut pas rejeter ces outils, il ne faut pas rejeter cet accès à la connaissance, mais il faut réapprendre à travailler d'une manière différente. Et les profs aussi devraient en être conscients et pas être réactionnaires par rapport à ça, se dire ce truc est accessible et maintenant, moi, il faut que je l'intègre complètement pour arriver à faire comprendre
à ces jeunes, à ces gens qui arrivent, comment utiliser ça et comment en faire le mieux. Et pas de rester sur mon modèle d'avant où c'est moi qui porte la connaissance. Moi, je considère que je ne la porte plus, elle est là. D'accord ? Mais moi, je sais l'assembler. Aujourd'hui, je sais en faire quelque chose et ça, je peux le transmettre. Beaucoup plus que la connaissance que j'ai, je peux transmettre. Comment faire quelque chose avec la connaissance ? Il y a des questions qui arrivent, de François Malinowski. Elles ne sont pas synchronisées sur le iPad, donc elles sont sur mon téléphone. Alors, attends. C'est les deux questions. Alors, si on laisse les gens penser dans des directions différentes, c'est un danger car on se disperse, rien ne se passera. Ma question est comment interpréter ceci quand on voit aujourd'hui que Facebook et d'autres grandes boîtes de la Silicon Valley utilisent des hack days où les gens pensent dans des directions différentes et que cela aboutit à de nouvelles innovations. Je ne pense pas forcément que... Non, ça c'est pas contradictoire. Parce que vous invitez des gens à penser et vous les laissez penser ce qu'ils ont envie de penser, mais eux viennent déjà avec une espèce de cadre qui sont définis quand ils viennent à ces hack days ou etc. Ils ont déjà un truc auquel ils veulent arriver. Ils ont un but. Ils ne sont pas juste là en train de rêver. Ils sont en train d'arriver à travailler. N'est-ce pas aussi une forme de brainstorming, de penser se disperser ? Ah bah si, complètement. Ah non, faut pas hésiter, hein, faut pas hésiter à penser, à se disperser, etc. Mais il y a des moments pour tout. À ce moment-là, je ne pense pas que... C'est pas le moment où vous produisez. Le moment où vous produisez, il vient après. Mais bien sûr, il faut avoir laissé son esprit vagabonder. Il faut être parti à Tahiti pendant un certain temps, là, le laisser se reposer, vagabonder, et puis penser, et puis tout d'un coup trouver des idées géniales qui après apparaissent n'être pas géniales du tout, ou peut-être le reste. Mais dans ces cas-là, vous construisez le cadre pour arriver à en faire quelque chose, à le produire. Ou plutôt, est-ce qu'il veut plutôt parler de mettre des priorités sur les projets réalisés et intéressants lors d'une journée Hack Day, par exemple ? Non, moi ça... Non, puis c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui a décidé, c'est vous-même qui vous devez... c'est vous-même qui décidez, effectivement. Si vous organisez des journées de Hack Days, etc., de toute façon, les gens sont un peu cloisonnés. Hein, justement, ils sont là ensemble, mais ils font chacun leur truc. Et il n'y a personne pour leur dire « faut faire ceci plutôt que cela ». Non, non, non. Mais si vous êtes dans une entreprise, vous avez décidé « on veut faire ceci », d'accord, enfin, ou vous êtes un groupe de personnes, vous avez décidé « on veut faire ceci bah, », effectivement, il y a là, faut définir un cadre. Et dans ce cadre, il y a des moments, et chez Apple aussi, c'était ça, tout le monde a le droit de s'exprimer, etc. Mais un jour, il y a Steve qui disait on fait ça. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, tous les esprits se rallient autour de « OK, on fait ça, on va le faire le mieux possible. » Et toute mon énergie, etc., je vais la mettre là-dessus. Et c'est comme ça, c'est sur ce focus, en fait, qu'il a réussi à gagner. Alors que quand lui est parti de chez Apple, la première fois, vous pouvez voir qu'à partir de ce moment-là, au lieu de... Avant, ils avaient peut-être 2 ou 3 produits, ils se sont retrouvés à avoir 50 ou 60 produits chez Apple, et puis la boîte partait en capilotade. Il est revenu... tout d'un coup, il y avait très peu de produits. Et donc, toute l'énergie, à nouveau, se retrouvait reconcentrée sur peu d'objets. Et ces objets ont été extraordinaires et on les a vus les uns après les autres. Il y a eu l'iMac, il y a eu l'iPhone, l'iPad, l'iPod. Mais ça, par rapport à toutes les idées qu'il pouvait y avoir, c'est pas grand-chose. Il faut voir la technologie Touch, elle était là chez Apple, mais depuis je ne sais pas combien de temps. Et Steve n'avait toujours pas trouvé... il y avait eu beaucoup de propositions, mais il n'avait jamais dit non... oui, on va l'utiliser pour ça. Donc ça restait dans un coin en attendant qu'il y ait le truc ultime qui a été l'iPhone. Oui, bonjour, merci bonjour. Pour cet exposé. Stéphane, je travaille à l'École nationale supérieure de cognitique et comme vous, j'ai des enfants. Pour moi, ils me ruinent dans des appareils qui commencent par E, quelque chose, comme ça. Mais pour eux, cet objet, c'est une prothèse aujourd'hui, c'est plus un téléphone qu'ils ont, c'est une prothèse. Ce que je voulais vous poser comme question, c'était quelle est la position, selon vous, d'Apple aujourd'hui face au transhumanisme, à l'homme augmenté? Face au transhumanisme.
Un mouvement, Kurzweil, ça vous dit pas? L'homme augmenté ou l'augmentation de l'homme. Je pense que, enfin, de toute façon, je ne parlerai pas pour Apple, mais Apple n'a sans doute pas d'opinion par rapport au transhumanisme. Oui, Apple fait des objets et se pose pas trop de questions, en fait. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas des objets aujourd'hui. Pour mes gosses, moi, c'est des prothèses. Ils sont toujours les pouces collés sur le truc, là. Vous savez, moi aussi, malheureusement. Mais c'est plus un téléphone, c'est une prothèse. Ils peuvent plus vivre sans ce truc et ils vont avoir un jour un gros pouce, un tout petit cerveau peut-être, et un gros pouce, un énorme pouce. L'homme se transforme, je veux dire, aujourd'hui, les évolutions technologiques... C'est un peu comme on disait tout à l'heure avec les Google Glass, etc. Finalement, il y a une période où ça semble exogène, puis après, vous avez l'impression que c'est presque à l'intérieur, et puis à partir de ce moment-là, ce sera banalisé, comme la bagnole. Hein. La bagnole, aujourd'hui, c'est banalisé, mais à un point... Bon, malheureusement, il va falloir qu'on arrête, parce que après on a une visite du Haut-Brion, donc c'est très important. À 16h30. Voilà, donc je remercie. Je vous remercie.